Nous sommes en 2025, et l'illusion de prospérité américaine vient enfin de s'effondrer. Le pays traverse ce que beaucoup appellent désormais la Grande Dépression 2.0, une crise silencieuse, dissimulée derrière les cartes de crédit, les emplois précaires et les avis d'expulsion. Des familles autrefois considérées comme appartenant à la classe moyenne comptent désormais chaque repas, et certaines dorment dans leur voiture, garées à 2 pas d'immeubles de luxe vides. Le mythe selon lequel le travail acharné suffit pour s'en sortir s'est évaporé. À sa place, un océan de dettes, de désespoir et de promesses brisées. On nous avait vendu le rêve d'un pays d'opportunités. Mais l'Amérique d'aujourd'hui ressemble davantage à une terre d'épuisement et de survie, où des millions de citoyens vivent dans des conditions dignes du tiers-monde, au cœur de la nation la plus riche de la planète. Cette nouvelle dépression ne se déroule pas sur des photos en noir et blanc. Elle se vit en temps réel, en couleur, dans chaque grande ville américaine. De Los Angeles à Philadelphie, des colonies de tentes s'étendent désormais sous des gratte-ciel valant des milliards, comme un miroir cruel reflétant la richesse d'en haut. En 2025, plus de 650 000 Américains dorment dehors chaque nuit, alors même que 11 millions de logements restent vides, détenus par des fonds d'investissement qui attendent que les prix remontent. Ce n'est pas un hasard, c'est une équation. Le loyer moyen pour un simple appartement d'une chambre a grimpé à 1 870 $, tandis que le salaire médian plafonne à 27 $ de l'heure, à peine de quoi survivre, certainement pas de quoi épargner. Pour décrocher ce petit logement, il faut aujourd'hui justifier d'un revenu annuel d'environ 65 000 $ et déposer plusieurs milliers en garantie. Pour 78% des Américains qui vivent au jour le jour, ce mur financier est infranchissable. Une famille gagnant 50 000 $ par an dépense désormais plus de la moitié de ses revenus juste pour rester sous un toit. Un simple retard de salaire ou une facture médicale imprévue peut les jeter dehors du jour au lendemain. Sortez un peu des centres-villes brillants, et vous verrez ce que les économistes appellent pudiquement l'insécurité du logement, mais que les habitants, eux, appellent l'enfer. Des files entières de camping-cars le long des trottoirs, des familles qui se lavent dans les toilettes publiques, des travailleurs qui dorment dans leur voiture avant de reprendre un deuxième poste. Et ce ne sont pas des chômeurs, ce sont des infirmières, des manutentionnaires, des enseignants. Dans la Nouvelle-Amérique, la pauvreté porte un uniforme. Pendant que les politiciens se félicitent d'un taux de chômage à 3,9%, ils passent sous silence la hausse de 40% du travail à temps partiel et la prolifération des emplois précaires sans assurance ni congé. Derrière ces beaux chiffres, une population entière s'épuise, étranglée par l'inflation et la dette. Le pays qui se vantait autrefois d'exporter la démocratie exporte désormais le désespoir, preuve qu'un effondrement économique n'a pas besoin de guerre ou de catastrophe naturelle. Il suffit d'une politique mal orientée. Et à mesure que cette dépression silencieuse s'étend, elle redessine la carte des États-Unis. Une géographie de la misère, gravée à l'intérieur même du monde développé, où la survie dépend moins de l'effort que de la chance. Cette fracture se voit surtout dans le logement, devenu la ligne de front de la nouvelle guerre économique. Le prix moyen d'une maison dépasse désormais 420 000 $, tandis que le revenu médian reste bloqué autour de 70 000 $. Autrement dit, un travailleur typique aurait besoin de 6 années complètes de salaire brut avant impôt, avant nourriture, avant essence pour s'acheter un toit. Les locataires ne sont pas mieux lotis. Pour emménager dans un simple une pièce à 1 870 $, il faut maintenant près de 7 000 $ à avancer en dépôt, frais et assurance, et prouver qu'on gagne 3,5 fois le montant du loyer. Faites le calcul, la moitié du pays est automatiquement exclue. Le logement n'est plus un abri. C'est devenu un produit financier. Des fonds privés, des investisseurs étrangers et des géants de l'immobilier rachètent des quartiers entiers pour en faire des machines à profit permanentes. Chaque loyer payé agit comme une taxe invisible qui monte vers les plus riches, des milliards de dollars aspirés chaque mois des poches de ceux qui font tourner les villes, sans pouvoir y vivre. Les économistes parlent de financiarisation. Mais pour des millions d'Américains, c'est simplement une expulsion légalisée par tableur. Derrière les chiffres, c'est l'autonomie même qui s'éteint lentement. Devenir propriétaire symbolisait autrefois la stabilité. Aujourd'hui, c'est la frontière entre la liberté et la servitude. Avec des taux d'intérêt dépassant 7,2%, le rêve d'accéder à la propriété s'effondre. Il faudrait désormais 110 000 $ de revenus annuels pour obtenir un prêt moyen. Résultat, seuls 12% des locataires franchiront un jour cette ligne. Mais le problème ne s'arrête pas au prix. Il s'étend aux infrastructures qui se dégradent. Pendant que des investisseurs spéculent sur des condos, 17 millions de logements à travers le pays souffrent de problèmes de plomberie, d'électricité ou de structure. Dans les campagnes, les réseaux d'eau s'effondrent. Dans les villes, les expulsions atteignent des records. Et la réponse des autorités ? Toujours la même. Construire davantage de tours de luxe pour les riches, pendant que les Américains ordinaires finissent dans des camping-cars, des caves ou des parkings. Ce n'est pas une pénurie de logements. C'est une prise d'otage du logement.
Le produit vendu n'est plus la pierre, c'est la détresse humaine. Chaque renouvellement de bail, chaque hausse de loyer, chaque caution exigée rappelle une chose. La survie a désormais un prix. Ce qui fut jadis la base du rêve américain est devenu sa pierre tombale. Et à mesure que le logement devient inaccessible, le mode de vie de la classe moyenne s'éteint, laissant place à une société où même exister demande une autorisation. Quand la survie elle-même coûte trop cher, la maladie devient une condamnation à mort. La crise du logement se mêle directement à celle de la santé, car toutes deux sont régies par la même logique, celle de l'extraction et du profit. En 2025, une simple visite aux urgences coûte en moyenne $2 contre $6 en Thaïlande ou 12 au Mexique. L'insuline, vendue $8 à l'étranger, se vend ici $140. Chaque année, plus de 530 000 familles américaines font faillite simplement parce qu'elles sont tombées malades, plus que la population entière du Wyoming. Ce n'est pas un échec du système de santé. C'est son véritable fonctionnement. Chaque hôpital, chaque compagnie d'assurance et chaque pharmacie font aujourd'hui partie d'un gigantesque tuyau financier conçu pour transférer la richesse vers le sommet. Les hôpitaux ressemblent de moins en moins à des lieux de soins, et de plus en plus à des fonds spéculatifs. Les firmes d'investissement ont déjà racheté plus de 40% des cliniques d'urgence, augmentant immédiatement les tarifs de 30 à 70%. Pendant ce temps, les compagnies d'assurance engrangent des profits records, tandis que la franchise moyenne à payer par un Américain a triplé en 10 ans, atteignant désormais $2 800 par personne. Pour beaucoup, ce chiffre représente littéralement la frontière entre la vie et la mort. L'assurance maladie n'est plus une sécurité, c'est une illusion cruelle. Même avec une couverture, un simple séjour de 3 jours à l'hôpital peut coûter jusqu'à $80 000, et le patient doit négocier la facture comme un otage cherchant à sauver sa peau. Chaque comprimé d'aspirine est facturé $25, chaque couverture $40, et chaque battement de cœur a un prix. Les hôpitaux ne soignent plus, ils facturent. Et ceux qu'ils facturent sont les mêmes travailleurs déjà écrasés par les loyers, les dettes et l'inflation. Le résultat, c'est une crise humanitaire silencieuse, dissimulée derrière les lumières froides des néons et les slogans corporates. Des millions d'Américains repoussent les soins jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils divisent leurs médicaments, sautent des traitements, et meurent en attendant un code d'autorisation. Dans la nation la plus riche du monde, la première cause de faillite personnelle est la dette médicale. Ce n'est pas une erreur économique, c'est un effondrement moral. Le système de santé n'a jamais été conçu pour ruiner les gens, et pourtant ici, la dette a remplacé la guérison. Le système gagne lorsque les citoyens restent malades, paient plus longtemps, et meurent toujours endettés. Ce qui représentait autrefois le progrès incarne désormais la décadence. La Grande Dépression 2.0 ne se lit pas seulement dans les portefeuilles vides. Elle se voit dans chaque couloir d'hôpital, où survivre est devenu un luxe. Mais l'effondrement de la santé ne vient pas seul. Il s'entrelace avec une autre blessure, la désintégration de l'Amérique rurale. Pendant que les villes croulent sous la dette et les loyers, les campagnes s'éteignent dans le silence. Les politiciens présentent ces régions comme un refuge. Allez vivre là-bas, c'est moins cher. Mais moins cher est désormais synonyme d'abandonné. À travers le Midwest et les Appalaches, des villes entières ressemblent à des cimetières économiques. Des hôpitaux fermés, des écoles délabrées, des routes effondrées. On peut y acheter une maison pour $80 000, mais le seul emploi local rapporte $14 de l'heure. On peut posséder la terre, mais pas un avenir. Depuis 2020, plus de 70 hôpitaux ruraux ont fermé, et plus de 600 sont menacés. Des millions d'Américains vivent désormais à plus d'1 heure de tout service d'urgence, une distance qui détermine souvent qui vivra, ou non. Des régions entières restent sans accès à Internet au débit, isolées du travail à distance et de l'éducation. Les emplois manufacturiers, jadis piliers de la vie rurale, ont disparu à l'étranger, remplacés par des missions temporaires ou saisonnières incapables de faire vivre une famille. Dans certains comtés, le taux de pauvreté dépasse 25%, et les revenus des ménages, corrigés de l'inflation, sont retombés au niveau des années 1960. Les fonds d'infrastructure s'évaporent avant d'atteindre le terrain. Les autoroutes se fissurent, les ponts rouillent, les villes sont oubliées. Dans bien des endroits, les habitants puisent encore l'eau des puits, non par choix, mais parce que les réseaux publics se sont effondrés. Le pays qui avait autrefois électrifié le monde laisse aujourd'hui des millions de ses citoyens dans le noir. Et ce déclin n'est pas le fruit du hasard. C'est une abandon stratégique. L'investissement suit le profit, pas le besoin. Pendant que Wall Street siphonne les richesses des métropoles à travers le logement et la santé, les zones rurales disparaissent des bilans comptables. Ce qu'il reste, c'est une coquille vide. Des kilomètres de terre dépouillée de vie, de sens et d'avenir. Voilà comment un pays se fracture sans guerre. La division ne se joue plus entre villes et campagnes, mais entre territoires fonctionnels et territoires oubliés. Les grandes villes s'asphyxient sous les prix.
Les petites, elles, meurent de manque d'investissement. Entre les deux, un vide qui s'élargit. Une nation brisée, qui fait semblant de fonctionner. La Grande Dépression 2.0 n'a pas d'épicentre. Elle est partout. Les lumières vacillent, les hôpitaux ferment, et l'espoir disparaît lentement du vocabulaire américain. Ce délabrement rural n'est pas une simple isolement. C'est la conséquence logique d'un système de travail vidé de sens. Pour des millions d'Américains, le travail est devenu à la fois leur cage et leur punition. L'économie moderne exige un mouvement constant, mais n'offre plus de progrès. Plus de 9 millions de personnes cumulent désormais 2 emplois ou plus, et la semaine de travail dépasse discrètement les 50 heures. Pourtant, les salaires réels, corrigés de l'inflation, n'ont presque pas bougé depuis 20 ans. Plus les gens travaillent, plus ils s'appauvrissent. Les entreprises appellent cela productivité. Les économistes, croissance. Mais pour le travailleur, c'est de l'épuisement institutionnalisé. Le travail, autrefois symbole de dignité, est devenu un instrument de contrôle. La semaine de 40 heures, conquise autrefois au prix du sang, s'est transformée en une économie 24h24, où le téléphone ne cesse jamais de vibrer, et où se reposer est perçu comme de la paresse. On dit aux employés qu'ils devraient se sentir chanceux d'avoir un travail, même si leur loyer avale la moitié de leur salaire et que les courses augmentent de 12% en un an. La frontière entre survie et burn-out a tout simplement disparu. Dans l'ombre, les mêmes forces qui étranglent le logement et la santé remodèlent le monde du travail. L'automatisation détruit la stabilité et la remplace par des contrats précaires. L'intelligence artificielle augmente la productivité, mais supprime les revenus. Et chaque licenciement fait bondir la bourse, comme si l'effacement d'une vie était une victoire économique. Des millions de travailleurs s'épuisent jusqu'à la tombe, tandis que les profits des entreprises battent des records à 2,8 trillions de dollars. Le travail ne récompense plus, il exploite. Même les professions autrefois protégées sont rattrapées par l'effondrement. Des enseignants font des livraisons. Des infirmières arrondissent leur fin de mois en ligne. Des ingénieurs freelance pour payer leurs factures. L'économie a transformé les citoyens en tâcherons perpétuels, chacun en compétition contre un algorithme pour mériter de manger. Ce n'est plus de l'ambition, c'est de la détresse industrialisée. Et à force d'épuisement, quelque chose de plus profond se brise. Une société ne peut pas fonctionner quand son peuple est trop fatigué pour rêver, trop occupé pour protester, et trop effrayé pour s'arrêter. L'esprit humain s'érode lentement, non pas à cause du chômage, mais à cause du surtravail déguisé en réussite. L'Amérique promettait autrefois que le travail mènerait à la liberté. Aujourd'hui, il mène seulement à un nouveau poste, une nouvelle facture, un nouveau lever de soleil identique au précédent. La classe ouvrière n'a pas seulement perdu sa force, elle a perdu sa relève. La génération censée reprendre le flambeau a déjà renoncé. Pour les jeunes Américains, l'avenir s'est effondré avant même de commencer. Ils entrent dans la vie adulte avec en moyenne 39 000 $ de dettes étudiantes, des loyers qui dévorent 45% de leurs revenus et des marchés du travail saturés d'emplois temporaires mal payés. Le rêve de stabilité a laissé place à un état d'anxiété permanent. L'université, jadis présentée comme la clé de la réussite, est devenue un piège financier. Les établissements fonctionnent comme des entreprises, vendant des diplômes à 100 000 $ ou plus, pendant que les salaires de départ stagnent. Une génération qu'on avait encouragée à travailler dur pour réussir découvre que l'éducation ne garantit plus rien, si ce n'est la dette à vie. Et avec des prix immobiliers en hausse de plus de 40% depuis 2020, la propriété est un mirage. Les millénials et la génération Z ne détiennent que 6% de la richesse nationale, contre 21% pour les baby-boomers au même âge. Ce blocage économique n'est pas seulement matériel, il est psychologique. Quand on comprend que le travail ne change plus rien, l'ambition se transforme en amertume. Les sondages révèlent que 58% des Américains de moins de 30 ans pensent désormais que le capitalisme fait plus de mal que de bien. Ce n'est pas une opinion idéologique. C'est une expérience vécue. Celle de voir ses parents perdre leur maison, ses amis sauter des repas, et son propre avenir s'enfoncer sous le poids des intérêts composés. Ce désespoir n'est pas de l'apathie, c'est un signal d'alerte. Les sociétés ne s'effondrent pas quand les gens perdent de l'argent, mais quand ils perdent la confiance en l'avenir. Pour la première fois dans l'histoire moderne, plus de jeunes Américains pensent qu'ils vivront moins bien que leurs parents. L'espoir, autrefois la plus grande exportation du pays, est désormais devenu inaccessible. Chaque empire finit par rencontrer une génération qui refuse de jouer selon des règles cassées. Ce moment est arrivé. Une rébellion silencieuse est en train de se former, non pas par des émeutes, mais par le désengagement. Les gens ne combattent plus le système, ils s'en détournent. Ils renoncent au mariage, à l'achat d'une maison, à la parentalité, non par égoïsme, mais par simple survie.
La tragédie n'est pas la paresse, mais la prise de conscience. Ils ont regardé derrière le rideau et n'ont trouvé rien pour eux. Une civilisation meurt quand sa jeunesse ne voit plus de futur à hériter. Et l'Amérique se regarde désormais droit dans ce miroir. Ce glissement générationnel révèle une vérité glaçante. Les gens ne sont pas seulement plus pauvres, ils disparaissent de l'économie formelle. L'émergence des travailleurs sans abri représente l'ultime étape d'un système qui ne distingue plus travail et survie. À travers le pays, environ 2,5 millions d'Américains vivent aujourd'hui dans des voitures, des camping-cars, des boxes de stockage ou des abris improvisés, parfois tout en conservant un emploi à temps plein. Ce sont des livreurs, des employés d'entrepôt, des assistants médicaux, même des managers de magasins. Ils ne sont pas à l'extérieur de la société. Ils en sont le reflet. Le loyer moyen d'un studio a augmenté de 29% depuis 2020, tandis que les salaires réels ont chuté de 3% sur la même période. Dans de nombreuses villes, gagner 25 $ de l'heure ne suffit plus pour louer un appartement d'une chambre. Une simple hausse de 400 $ de loyer peut effacer la stabilité d'une famille entière. Et quand cela se produit, les gens ne disparaissent pas, ils s'installent dans les fissures du système. Les parkings deviennent des quartiers. Les tentes, des adresses. Les boxes de stockage, des logements avec un reçu de loyer. Le danger n'est pas seulement physique, il est existentiel. Quand l'accès au logement devient conditionnel, la citoyenneté perd tout sens. Le logement est la base de tout. Travail, santé, sécurité, dignité. En retirer l'accès, et la société se désintègre silencieusement. La crise des sans-abri n'est pas un problème marginal. C'est le symptôme visible d'une vérité plus profonde. L'économie ne produit plus de vie viable. Pendant ce temps, plus de 11 millions de logements restent vacants, détenus par des entreprises, des fonds d'investissement et des propriétaires absents. Ces biens sont volontairement retirés du marché pour faire grimper les prix. Chaque maison vide est un instrument financier, pas un besoin humain. Le résultat est absurde. Une économie où les logements existent pour le profit et non pour les habitants. Les politiciens promettent des logements abordables, mais ce qu'ils construisent est inévitablement inaccessible, conçu pour générer des subventions, pas pour loger les citoyens. Les lois d'urbanisme, la spéculation et les structures de profit maintiennent le problème rentable. La pauvreté et les sans-abri deviennent ainsi le produit de la politique, et non de la misère. Ce qui a commencé comme une crise du logement s'est transformé en violation des droits humains. Quand une population active ne peut plus se loger, la nation cesse de fonctionner comme société et devient une plateforme d'investissement déguisée en démocratie. Et sous ce masque, des millions disparaissent silencieusement, non par paresse, mais par inhabitation. Une fois qu'une société normalise la pauvreté, elle doit la justifier. C'est là que la propagande entre en jeu. Le système ne peut fonctionner sans contrôle psychologique. On apprend aux citoyens à se blâmer eux-mêmes pour un effondrement structurel. Chaque travailleur en difficulté est présenté comme mauvais en gestion d'argent. Chaque sans-abri est étiqueté paresseux. Chaque maire surmené est jugé pour ses choix. Ce n'est pas de l'économie, c'est un conditionnement comportemental. La manipulation est d'une précision chirurgicale. Convaincre les exploités qu'ils sont responsables de leur propre exploitation. Même les statistiques gouvernementales entretiennent l'illusion. Le taux de chômage ignore ceux qui ont abandonné la recherche d'emploi. Les seuils de pauvreté sont calculés avec des formules des années 1960, excluant les frais modernes comme garde d'enfants, dette ou prime santé. Tout est conçu pour assainir les souffrances. Les réseaux sociaux amplifient cette illusion. Ils imposent la culture de l'hypertravail, l'esthétique du luxe et la honte algorithmique. Les individus en difficulté défilent devant des vies parfaites et commencent à douter de leur propre valeur. Le désespoir devient isolement. L'isolement devient silence. C'est le cercle parfait, une population épuisée, divisée, trop occupée à survivre pour s'organiser. Le génie de ce système, c'est qu'il arme la morale elle-même. On fait croire que souffrir est un échec de caractère, et non le résultat d'une politique. La compassion disparaît, et avec elle, la solidarité. Ce n'est pas seulement de la propagande. C'est l'infrastructure invisible qui maintient le système. Le modèle d'extraction de richesse n'a pas seulement besoin de votre travail. Il a besoin de votre croyance. Quand cette croyance s'effondre, le pouvoir s'écroule avec elle. Voilà pourquoi le récit doit rester intact. Parce que le jour où les Américains cesseront de se blâmer et comprendront la machine qui les exploite, l'illusion de contrôle disparaîtra et l'empire bâti sur la culpabilité tremblera. Tout ce qui mène à ce point, logements inaccessibles, hôpitaux en faillite, citoyens surmenés, jeunesse perdue, sans-abri silencieux, découle d'une cause racine, la conception du système. Ce n'est pas un système cassé. C'est un système parfaitement conçu pour extraire toute valeur de la vie humaine tout en convainquant ses victimes qu'elles sont libres.
Chaque institution, banque, université, firmes immobilières, conglomérat de santé est un engrenage de cette machine. Ensemble, elles transforment le temps, le travail et l'émotion des individus en dividendes pour une élite microscopique. Les États-Unis ne sont plus une économie. C'est une opération de récolte. Les profits des entreprises atteignent 2,8 trillions de dollars, tandis que la dette des ménages dépasse 17,5 trillions, un record historique. Chaque dollar gagné par le travailleur est déjà réclamé par les propriétaires, les prêteurs, les assureurs ou les monopoles. La classe moyenne n'a pas été détruite par accident. Elle a été monétisée jusqu'à disparaître. Le travailleur américain est devenu la garantie, le dollar la laisse. Les investisseurs mondiaux considèrent désormais les États-Unis comme une colonie de ressources. Le logement n'est pas pour les familles, mais un produit financier. L'éducation n'est pas pour apprendre, mais pour rembourser la dette. La santé n'est pas pour survivre, mais pour générer un rendement. Le travail n'est pas pour produire, mais pour coûter moins et rapporter plus. Et quand une population devient un simple chiffre sur un tableau, les politiques ne servent plus les gens, elles servent les bilans financiers. Mais toute machine finit par se dévorer elle-même. Ce moment approche. L'écart de richesse atteint des proportions médiévales. 1% de la population contrôle plus de 32% de la richesse nationale, tandis que la moitié inférieure n'en possède que 2,5%. Les salaires réels stagnent, le crédit est saturé, et même l'illusion de stabilité se fissure. Quand les gens ne peuvent plus vivre, ils cessent de croire en l'histoire qui les rendait obéissants. Et c'est à ce moment-là que le contrôle commence à faiblir. Les révolutions n'annoncent pas leur arrivée par le bruit. Elles commencent par l'indifférence. Les gens cessent de voter, de participer, de croire au contrat social. La confiance dans chaque institution, médias, gouvernement, banque, entreprise tombe sous 25%. Cette méfiance n'est pas chaos. C'est clairvoyance. Le public comprend enfin que la démocratie a été remplacée par une détocratie, un gouvernement des créanciers, par les créanciers, pour les créanciers. Les conséquences sont inévitables. L'histoire l'a déjà montré. Rome s'est vidée de sa substance par l'endettement et la concentration des richesses. La France a ignoré la famine avant que les rues ne brûlent. L'URSS s'est effondrée quand la croyance est devenue impossible. Ce qui détruit une civilisation, ce n'est pas la guerre. C'est la pourriture interne déguisée en stabilité. L'Amérique atteint cette phase. Le point de rupture ne viendra pas d'un événement unique. Il s'imposera par la normalisation progressive, insécurité alimentaire dépassant 44 millions de personnes, loyers engloutissant les salaires, villes incapables d'entretenir leurs infrastructures, millions de citoyens quittant silencieusement le marché du travail. Quand assez de gens ne peuvent plus satisfaire les conditions minimales de vie, la légitimité disparaît. Les gouvernements ne peuvent gouverner les affamés, les entreprises ne peuvent tirer profit des morts. Et enfin, l'illusion que la réforme viendra de l'intérieur est inutile. Les mêmes forces qui ont créé ce chaos contrôlent les institutions censées le corriger. Les élections changent les visages, pas le système. Les lois passent, les titres s'éteignent, et la machine continue. La vérité est simple, cette crise est permanente, parce que la permanence est rentable. Pourtant, dans cette obscurité, se dessine l'ébauche d'un réveil. Le jour où les gens réaliseront qu'ils n'ont jamais été brisés, mais seulement exploités, le récit s'effondrera. Les empires ne tombent pas quand les citoyens perdent l'espoir. Ils tombent quand ils perdent la peur. Et ce moment approche. La fin du rêve américain n'est pas une tragédie. C'est une révélation. Le rideau est tombé, et derrière lui se tient la structure brute de l'exploitation. Ce qui se passera ensuite dépendra de ce que les gens choisiront de reconstruire sur les ruines. L'histoire est claire. Lorsque la survie devient un acte de rébellion, le changement devient inarrêtable. Et c'est ce qui effraie le plus ceux qui ont bâti ce système. Ils savent qu'une fois que le silence prendra fin, leur empire tombera lui aussi.